Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre par ce beau matin ensoleillé sur le sujet du projet de loi sur les technologies vertes que nous avons le plaisir et l'honneur de décrypter avec mes consoeurs qui sont à mes côtés. Madeleine Babès, qui vous parlera de la commande publique et qui, au cabinet Hugues-Lepage, gère le secteur commande publique et marché public, et ma consoeur Raphaël Janel, spécialiste du droit de l'environnement, qui gère le secteur installation classée, installation industrielle et disons droit de l'environnement industriel. Pourquoi avons-nous souhaité organiser ce webinaire? D'abord parce que il y a eu beaucoup de communication autour des gigafactories, ce qui est très bien, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, et finalement il y a eu assez peu de choses sur ce que contient réellement ce projet de loi sur l'industrie verte. Or, ce projet de loi sur l'industrie verte, qui a pour objet de réindustrialiser la France en focalisant sur des technologies vertes, pas que, puisque comme d'habitude en France, le nucléaire fait partie des technologies vertes, est en fait un projet de loi qui, à mon sens, invite à la réflexion avec une question: est-ce qu'on peut promouvoir une loi en faveur de technologies vertes qui est une loi de régression environnementale? C'est une question que s'est posée le CNPN, qui a rendu un avis défavorable, très clairement défavorable sur ce projet, parce que précisément, il contient un certain nombre de dispositions qui sont des dispositions de forte régression environnementale. Il est clair qu'on ne peut pas ne pas se réjouir de voir notre pays investir dans les énergies renouvelables, que l'on encourage l'économie circulaire, que l'on encourage les technologies vertes, que l'on décide de se réindustrialiser alors même que nous avons perdu plus de la moitié de notre capacité industrielle au cours des 20 dernières années. Donc, l'idée en elle-même n'est évidemment en rien contestable. Ce qu'il est en réalité, c'est son contenu. Et ce contenu parce que, en réalité, le projet repose sur des prémices fausses. Double prémisse fausse à mon sens. Tout d'abord, on part de l'idée qu'il faut accélérer. Ok, accélérons. Mais pour accélérer, il faut connaître les causes de blocage, les causes de frein. Or, pour le gouvernement, il n'y a qu'une cause au frein, c'est le public. Chaque fois qu'on consulte le public, c'est un frein. C'est un blocage, c'est en fait la consultation, la participation, dont je rappelle quand même que ce sont des principes de valeur constitutionnelle. Tout cela freine les procédures. Il faut donc les simplifier. Pour les simplifier, eh bien, il faut réduire autant que faire se peut, parce qu'on a quand même quelques obligations communautaires à respecter, toutes les procédures de participation du public. Sauf que c'est pas là qu'est le problème. C'est pas là qu'est le problème. Le problème, il vient d'abord d'une insécurité juridique constante liée à l'absence de vision de long terme, mais surtout avec une insuffisance criante de moyens de l'administration pour instruire en temps et en heure les dossiers. Et du reste, le Conseil d'État le souligne dans son avis en soulignant l'insuffisance criante des moyens de l'administration pour instruire les dossiers. Les délais ne sont pas encadrés, les textes prennent de très longs mois, et raccourcir les délais de consultation du public ne change strictement rien au délai d'instruction des dossiers par l'administration. Alors, on a ce double sujet de l'insécurité juridique avec de vraies incohérences. Par exemple, dans ce projet de loi, on va trouver des modifications de la loi sur les énergies renouvelables qui vient d'être votée. C'est quand même un peu préoccupant. Le Conseil d'État lui-même, à propos des SRADET, dit que, je cite, « afin d'éviter la déstabilisation des schémas que l'intégration des autres objectifs ne peut manquer de provoquer, de recourir à la mutualisation des procédures de modification ainsi que d'harmoniser les délais dans lesquels les effets doivent aboutir en fixant un terme raisonnable ». Bref, on est dans une administration kafkaïenne
du fait de l'adjonction de textes à de nouveaux textes qui ne sont pas digérés ni par les administrations ni par les administrés, et par une insuffisance de moyens qui ne permet pas d'instruire convenablement les dossiers. Dès lors, le fait de frustrer encore un peu plus les citoyens de la capacité de participer, je dirais plus encore, en l'espèce de frustrer les collectivités territoriales de leur liberté de s'administrer comme elles le souhaitent, non seulement ne va pas raccourcir les délais, mais va frustrer encore davantage les gens, faire monter la colère, démultiplier les recours, ce qui est ça pour de vrai une perte de temps, et amener à la création de zones à défendre, de ZAD, pas les ZAD qu'on a connus dans le temps, mais les zones à défendre, et puis je dirais alimenter la colère épidermique qui est celle de notre pays aujourd'hui et qui amène à des situations politiques qui sont tout à fait dangereuses. Or, le projet de loi vise à retirer aux collectivités locales le droit d'aménager leur territoire au motif d'un intérêt public national. Alors, on pourrait se dire, les intérêts publics nationaux, il n'y en a quand même pas des masses. Et par conséquent, ce n'est pas très grave si dans 3, 4, 5 cas de figure, une gigafactory ici, un immense projet industriel là, bon, c'est l'État qui impose. Sauf que le problème, c'est que le champ d'application du projet de loi est extrêmement large. Il s'agit des programmes de construction de toutes les installations d'énergie renouvelable, y compris les raccordements et les réseaux publics de transport. Je rappelle quand même qu'on vient de voter une loi d'accélération des énergies renouvelables, quand même. Donc on peut se dire c'est totalement redondant. Il s'agit des installations industrielles de fabrication, d'assemblage de produits et d'équipements qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans des secteurs de technologie favorables au développement durable, de la logistique, dont nos concitoyens sont forcément absolument ravis de les voir arriver à côté de chez eux. Autrement dit, toutes les opérations importantes d'installation industrielle et commerciale des années à venir seront soumises à ce régime dérogatoire. C'est-à-dire qu'on est très loin des opérations d'intérêt public national. C'est tout à fait clair. J'ajoute enfin, et je reviendrai sur ce point, que les régressions dans l'expression des citoyens sont quand même multiples. Il y a d'abord la suppression de l'enquête publique, ce n'est pas la première fois, mais on continue, qui est remplacée par une consultation publique dans laquelle il y aura quand même un commissaire enquêteur garant, dont on peut espérer qu'il présente les mêmes garanties que les commissaires enquêteurs. Autre régression, on supprime le référé, la condition d'urgence du référé pour insuffisance de l'enquête publique, enfin pour rapport du commissaire enquêteur défavorable ou réserve non satisfaite du commissaire enquêteur. Ça disparaît complètement. Ce qui veut dire que l'urgence qui était automatiquement établie quand il n'y avait pas d'avis favorable d'un commissaire enquêteur disparaît, ce qui veut dire que les projets vont pouvoir se dérouler parce que l'urgence de droit commun est beaucoup plus difficile à établir, vont pouvoir se dérouler pour aboutir ensuite à des annulations dont on sait qu'elles sont très rares compte tenu des multiples régularisations qui sont aujourd'hui possibles. Voilà, donc, et il y a d'autres mesures de régression sur lesquelles je reviendrai. Ça, c'est le premier point qui me paraît quand même éminemment discutable. Le deuxième point, tout aussi discutable, tient à la question que j'ai posée. Est-ce qu'on peut sérieusement envisager un projet de loi qui vise à permettre la transition écologique qui s'assied allègrement sur les autres sujets environnementaux, je pense à la biodiversité en particulier, mais pas que. Et on aurait pu penser que le principe qui devient un principe communautaire de droit commun, principe qui consiste à ne pas causer de préjudice important à d'autres objectifs environnementaux. C'est le principe de base de la taxinomie européenne et c'est un principe qui tente à se généraliser. On peut regretter que ce principe n'ait pas été appliqué. Il est quand même paradoxal de vouloir faire une loi qui s'inscrit dans la transition en portant délibérément atteinte à la biodiversité, probablement à la santé humaine.
En effet, la caractéristique du projet consiste, comme du reste la loi sur l'accélération de l'énergie nucléaire, à réduire, voire à supprimer les protections des écosystèmes et de la biodiversité, à tenter de s'affranchir du statut de déchet pour des produits dangereux, au seul motif qu'ils sont réutilisés dans un lieu géographique unique. En analysant ce que nous allons faire succinctement, parce que nous n'allons pas non plus vous tenir pendant 2 heures que vous n'avez probablement pas, on peut constater que la coexistence de mesures qui certaines sont positives, parce qu'elles lient à la fois le développement industriel et les grands intérêts environnementaux, et d'autres qui sont tout à fait négatives, d'où, je le disais en commençant, un avis négatif de la CNPN sur le projet en ce qui concerne en particulier les articles 2 deuxièmement, 2 septièmement, 2 3, 6 et article 7 du titre 3. Nous allons donc nous partager cette présentation avec mes consoeurs et je vais donc tout d'abord aborder le premier titre qui concerne l'accélération des implantations industrielles et la réhabilitation des friches pour m'attaquer à la, entre guillemets, modernisation de la consultation du public. Alors, cette modernisation, ça n'a rien de moderne, hein, très franchement, ça consiste purement et simplement à supprimer l'enquête publique, la remplacer par une consultation publique, qui est une consultation par Internet, de caractère un peu particulier, puisqu'elle est conduite par un garant commissaire enquêteur qui devra organiser 2 réunions publiques, l'une au début de la consultation et l'autre à la fin. En revanche, rien n'est ce qui fait, je dirais, la particularité de l'enquête publique, c'est-à-dire la possibilité pour le public d'abord d'aller consulter un dossier papier. Alors certes, vous allez me dire qu'à l'heure d'Internet, c'est normal. Oui, sauf que y a un certain nombre de nos concitoyens, les plus âgés en particulier, pour lesquels l'accès à Internet n'est pas quelque chose de facile et qui préfèrent de beaucoup pouvoir consulter un dossier papier. Ça, c'est devenu impossible. Ensuite, le rapport avec le commissaire enquêteur, l'échange est impossible puisque certes, il y a 2 réunions publiques, mais des réunions publiques, c'est des réunions au cours desquelles le demandeur va devoir répondre aux questions du public et le commissaire enquêteur va jouer un peu le rôle d'aimable compositeur, si je puis dire, entre des intérêts contraires. Donc, ce n'est pas du tout une modernisation, c'est une régression qui pose 2 problèmes. Le premier, c'est ce que je viens de dire. Et le deuxième est le suivant. Cette consultation va durer tout le temps de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale. Donc ça, c'est plutôt bien. On va dire on n'arrive pas en fin de course. Sauf que on arrive à un moment où le choix est déjà fait. C'est-à-dire tout ce qui peut concerner la consultation préalable, le débat public s'il y a lieu, qui permet un débat sur les alternatives. Là, le débat sur les alternatives, il aura peut-être lieu, mais très franchement, c'est un débat totalement tronqué puisque le sujet est déjà tranché, en quelque sorte. Alors oui, ça va durer tout le temps de l'instruction, très bien, sauf qu'on arrive à un niveau où le choix est déjà fait. Autre point qui, me semble-t-il, pose réellement problème, c'est le nouvel article L121-8-2 du Code de l'environnement qui permet l'organisation d'un débat public global ou d'une concertation globale préalable sur un ensemble de projets sur un même territoire envisagés dans les 10 ans à venir. C'est-à-dire qu'on sort complètement de l'épure. On n'a plus un débat sur un projet déterminé, on a un débat sur des projets qui vont s'étaler sur 10 ans. C'est-à-dire que ça va être extrêmement difficile d'examiner point par point les différents projets. Sur 10 ans, il peut y en avoir des projets. Puis, je dirais que c'est très ambitieux de pouvoir déterminer 10 ans à l'avance tous les projets qu'un territoire va pouvoir accueillir, autant sur des projets qui sont de longue haleine, comme la construction d'une centrale nucléaire, même d'une gigafactory, où il faut des années et des années, on peut comprendre. Mais là, il s'agit de projets différents. Donc, en fait, le débat sur chaque projet disparaît totalement, soyons tout à fait clairs. Voilà. Donc, il n'y a là, à mon sens, aucune modernisation. Il y a une réduction considérable du droit de la participation, qui est quand même un droit constitutionnel fondamental.
On verra bien sûr ce que le Parlement votera et on verra ce que le Conseil constitutionnel décidera sur ce droit à la participation. Mais très franchement, il me semble considérablement écorné et il faudra aussi se poser la question de la compatibilité de ces dispositions dès lors que certains projets entreraient dans le cadre, par exemple, de la Convention d'Espoo, qui, elle, est très exigeante sur ces sujets, et même de la Convention d'Aarhus. Je passe donc la parole à Raphaël Janel sur l'économie circulaire. Merci madame. Bonjour. Alors moi je vais aborder le titre donc sur l'économie circulaire. Il y a un article qui comprend 3 types de dispositions. Je vais commencer par la dernière qui est liée au transfert transfrontalier de déchets avant d'aborder les questions de sortie implicite du statut de déchet et puis finalement de la notion de sous-produit pour les déchets produits sur les plateformes industrielles. Alors sur les transferts, les deux sont liés, hein, on verra. Pour les transferts transfrontaliers, donc c'est une réglementation qui vient, comme vous le savez, du droit européen. C'est un règlement 1013-2006 qui s'applique donc directement en France. Et les projets d'articles qui devraient être créés par la loi Industrie verte viennent modifier le régime de sanctions en matière de transfert transfrontalier. C'est évidemment bienvenu parce qu'il y avait certaines incertitudes jusqu'à présent. Et puis, peut-être un peu trop de souplesse, ou en tout cas, c'est un régime qui n'était peut-être pas suffisamment dissuasif. L'objectif de cette réglementation, c'est d'éviter que des déchets puissent aller d'un État membre de l'Union européenne à un autre, ou alors sortir de l'Union européenne ou rentrer dans l'Union européenne sans avoir été finalement caractérisés et sans être orientés vers une installation qui sera à même de les traiter. La difficulté tient surtout aux déchets dangereux, évidemment. Et il y a eu plusieurs sujets dans les années passées pour tout ce qui est produits de seconde main. Donc, savoir si ça rentrait dans la qualification de déchets ou pas pour pouvoir passer les frontières sans contrainte ou bien en rentrant dans le champ de la réglementation des transferts transfrontaliers. Là, le projet de loi Industrie verte vient modifier les articles du code de l'environnement sur les transferts transfrontaliers de déchets. Donc, modifier le 541-42.1 et créer un nouvel article 541-42.3. L'objectif, c'est de sortir du champ du régime général des sanctions en matière de déchets, les sanctions en matière de transfert transfrontalier, et de créer une procédure contradictoire qui sera propre. Donc ça, finalement, c'est positif, ça donne des garanties à ceux qui sont concernés par les sanctions en matière de transfert transfrontalier. On prévoit une procédure contradictoire notamment et un régime de mise en demeure avant adoption de sanctions administratives. Et puis, et là, c'est assez nouveau et c'est positif, ça devrait inciter, peut-être dissuader les transferts irréguliers qui ne respectent pas les procédures et inciter à plus de vigilance pour ceux qui vont les accepter, par exemple. Donc, ça vient créer une sanction administrative qui est assez costaud parce que jusqu'à présent, en matière de déchets, la sanction administrative, quand on était face à un transfert transfrontalier de déchets illicite, ça pouvait aller jusqu'à 150 000 € d'amende, ce qui est déjà important. Mais là, l'amende sera modulée en fonction de la gravité et du manquement constaté. Et ça peut aller jusqu'à 3 fois maximum le coût de traitement de déchets qui est concerné par le transfert de déchets illicites. Ça peut aller, le coût de traitement, par exemple, de déchets qui vont être finalement qualifiés de dangereux, ça de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, on va pouvoir aller jusqu'à une amende qui pourrait être de l'ordre d'1 million d'euros, ce qui est énorme. Bon, c'est un maximum, c'est à moduler en fonction de la gravité du manquement, mais je veux dire, c'est une vraie avancée, je pense, en termes de dissuasion. Et également, ça prévoit des cas de sanctions administratives précis et qui viennent couvrir des hypothèses qui n'étaient pas jusqu'alors appréhendées par le régime de sanctions existant. Je pense par exemple à l'amende administrative qui pourrait être prononcée lorsque le transfert n'est pas accompagné des documents de notification ou de mouvement qui sont prévus par le règlement. Ça arrive parfois. Ou
lorsque le document de mouvement, l'annexe 7, est renseigné avec des informations erronées. Avant, ce n'était pas prévu, donc ça pouvait être un motif de contestation des sanctions administratives qui étaient prononcées. Donc voilà, ça, je pense que c'est une avancée importante. Et j'en viens maintenant à un sujet qui est vraiment peut-être proprement économie circulaire et qui qui est indispensable, très attendu, c'est celui de la sortie implicite du statut de déchet, et puis l'autre qui était presque un peu une surprise sur la qualification de sous-produits quelque part des déchets produits sur des plateformes industrielles. Alors pourquoi il y a une difficulté? C'est que le régime des déchets est extrêmement strict. Dès que on décide de se défaire, qu'on abandonne ou qu'on est obligé de se défaire de quelque chose, ça rentre dans la qualification de déchet. Et on ne peut pas faire ce qu'on veut avec un déchet, on ne peut pas le revendre comme on veut. Il y a des règles particulières de transport, de collecte, de traitement, de valorisation. On ne peut pas faire ça dans n'importe quelle installation. Et ça peut être un frein à la réutilisation de matières premières secondaires, parce qu'on va les qualifier de déchets et on ne pourra pas les réintroduire directement dans un process, par exemple. Donc, c'est en effet identifié comme un frein au bouclage de la boucle et à la réutilisation des matières premières secondaires dans le circuit économique. C'est une question qui se pose depuis très longtemps. C'est à l'origine notamment du paquet économie circulaire de l'Union européenne, de la modification de la directive de 2008 cadre sur les déchets, donc la modification qui date de 2018. Pour faciliter la réintroduction de ces déchets ou de ces matières premières secondaires dans l'économie, il y a 2 dispositions phares au niveau de l'Union européenne et qui ont été transposées en droit français. C'est la sortie du statut de déchet et la qualification de sous-produits. Donc le texte sur la loi industrie verte entre en fait dans la transposition de ces 2 dispositions-là européennes et dans l'objectif de faciliter la réintroduction des matières dans le circuit économique. Il y a 2 dispositions. Donc je vais commencer par la modification de l'article sur la sortie du statut de déchet. C'est l'article L541-4-3 du Code de l'environnement. Et donc cet article vient consacrer la possibilité d'une sortie implicite du statut de déchet. À l'origine, en droit français, on avait une sortie implicite qui était faite par un avis du ministre, enfin d'un ministre aux différents exploitants, qui voulaient faire de la sortie du statut de déchet. Donc ça c'était pas un cadre juridique sécurisant. Donc c'est pour ça que la plupart des industriels ou des acteurs économiques appelaient à un cadre juridique de la sortie implicite du statut de déchet. La difficulté, c'est qu'on est dans un cadre européen. Et donc ça sera, j'y reviendrai en dernier. Alors, quelle est la modification qui est apportée au niveau législatif, c'est que plutôt que de passer par une obligation de faire préciser des critères de sortie du statut de déchet par le ministre ou l'administration, on part du principe désormais que ça va être la responsabilité de celui qui va faire la sortie du statut de déchet, cette sortie du statut de déchet, et qu'il y aura seulement une possibilité de demander au ministre de fixer des critères de sortie du statut de déchet. Donc sur le papier, c'est super, ça sera à la charge de la responsabilité de chacun de s'assurer que les 4 critères de sortie du statut de déchet seront bien remplis. Et puis, ça sera à l'acteur économique en aval, s'il estime que ces critères ne sont pas remplis, de se retourner contre celui qui a procédé à la sortie du statut de déchet. Alors, le problème, moi, je trouve, c'est que d'une part, on va se heurter à la reconnaissance des produits qu'on estimera sortis du statut de déchet par les autres États membres. Si ces produits qui sont sortis du statut de déchet doivent aller, par exemple, en Allemagne ou dans un autre État membre, il n'est pas dit que l'autre État membre, l'Allemagne, l'Italie, considérera également que le produit en question est bien sorti du statut de déchet. Donc, on pourrait se retrouver avec des blocages à la frontière des produits en question parce que l'Allemagne estime que c'est un déchet, que la procédure de transfert transfrontalier de déchets n'a pas été suivie et du coup n'accepte pas ce produit. Donc ça, c'est un premier frein pratique, je trouve, à cette sortie implicite du statut de déchet. Et l'autre difficulté, et qui est à mon avis
majeur, c'est qu'on est encore une fois dans le champ du droit de l'Union européenne et que le droit européen, l'Union européenne fixe des critères pour la sortie du statut de déchet et qui, en l'occurrence, pourraient ne pas être remplis. Et puis, la directive de 2018 est venue apporter des précisions, je pense renforcer le cadre de la sortie du statut de déchet. Ça n'a pas été interprété encore par la Cour de l'Union, mais finalement, à mon sens, en imposant aux États d'avoir le dernier mot sur la sortie du statut de déchet. Je ne pense pas que ça puisse être à la main des opérateurs seuls, mais ça doit bien être fait par les États membres. Et donc, on devrait nécessairement passer par une sortie du statut de déchet et des critères fixés par le ministère ou par l'administration. En ce sens, une décision de la Cour de justice qui s'appelle Tallinn Vesi du 28 mars 2019 et qui soulignait que les critères de sortie du statut de déchet, s'ils sont remplis, ça ne suffit pas à permettre d'établir directement que certains déchets sont sortis cessent d'être un déchet. Voilà, je pense qu'on va avoir une vraie difficulté au niveau de l'Union européenne. Après, ce texte-là, de toute façon, doit être notifié à l'Union européenne parce qu'il s'agit d'une application, d'une transposition de la directive. Donc, la Commission se saisira peut-être de ce sujet-là immédiatement. Après, ça pourrait faire l'objet de contestation dans le cadre éventuellement d'un contentieux et d'une question préjudicielle auprès de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, je ne pense pas que ce soit un texte qui soit vraiment de nature à sécuriser la sortie du statut de déchet, même si sur le papier, c'est vraiment intéressant et ça semble pouvoir l'être. Je pense qu'on a une vraie fragilité au niveau du droit de l'Union européenne. Et j'en viens maintenant plus rapidement à l'exclusion pour les produits qui sont les sous-produits quelque part, les résidus de production produits sur une plateforme industrielle. Donc, on a une création d'un nouvel article dans le Code de l'environnement qui est le 541-4-5 et qui prévoit en fait qu'on entre pas dans le statut de déchet pour ces déchets qui sont produits au sein d'une plateforme. Ce serait des résidus de production à condition qu'ils soient réutilisés au sein de la plateforme et que il n'y aura pas d'incidence négative notable sur la santé ou sur l'environnement. Bon, là encore, on pourrait se dire pourquoi pas, c'est intéressant pour les plateformes industrielles, mais là encore, on rajoute finalement une nouvelle catégorie de résidus de production qui ne serait pas un déchet. Et à mon sens, on va là encore au-delà de ce que prévoit le droit de l'Union européenne. Alors peut-être pourquoi, juste sur pourquoi on a un régime spécifique et strict en matière de déchets européens et qui se transcrit dans les textes français, c'est parce que l'objectif c'est de garantir au minimum les incidences négatives de la production et de la gestion des déchets sur la santé humaine et l'environnement. Ça, c'est vraiment un objectif majeur de l'Union européenne. Et comment ça se traduit? Ça se traduit par une interprétation extensive de ce qui va pouvoir être un déchet. Pour être sûr que ce qui pourrait être un déchet va bien aller dans des filières de traitement qui seront sécurisées et ne risquent pas de se retrouver dans la nature. C'est pour ça qu'on a des conditions vraiment strictes pour ne pas rentrer dans la qualification de déchet, dans la notion de déchet. Soit on est un sous-produit, soit on est un déchet et on peut sortir éventuellement si on remplit certaines conditions du statut de déchet. Mais il n'y a pas finalement d'entre-deux. Et là, le texte sur les plateformes industrielles prévoit un entre-deux sans toutes les garanties qui sont liées à la sortie du statut de déchet. Et donc, à ce titre-là, je pense que cet article pourrait également faire l'objet d'une censure au niveau de l'Union européenne, que ce soit par la Cour ou par la Commission dans le cadre d'une action en manquement. Voilà pour les dispositions sur l'économie circulaire. Merci beaucoup, Raphaël. Donc, je reprends la main pour vous parler des friches. Bon, nous avons beaucoup de friches industrielles. Nous sommes à l'époque du ZAN, zéro artificialisation nette. Donc, nous avons besoin, effectivement, de trouver des terrains pour installer des usines. Donc, il n'est pas totalement déraisonnable de travailler sur ce sujet. Reste à savoir comment.
Alors, le chapitre crée deux nouvelles dispositions, enfin modifie deux dispositions du Code de l'environnement. Tout d'abord, il y a une disposition un peu technique qui permet aux cessations d'activité notifiées avant le 1er juin 2022, qui est la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les sites et sols pollués, de pouvoir faire certifier par un organisme tiers des mesures de réhabilitation. Alors, c'est une disposition qui a été faite pour, en fait, permettre à d'autres que la police des installations classées de faire le boulot de fermeture d'un site, en réalité. Bon, c'est positif si on considère que les tiers agréés vont faire leur travail convenablement et dans des temps qui seront quand même beaucoup plus rapides que ceux que mettrait l'administration des installations classées, mais c'est quand même une forme de délégation de police administrative liée à la faiblesse des moyens de l'administration des installations classées. Donc en fait, les installations qui n'auraient pas dû être soumises à cette possibilité du tiers agréé, de l'organisme tiers agréé, vont pouvoir l'être. Donc en fait, on ne change pas radicalement les choses, c'est déjà une possibilité qui existait. Avant. Ouais, peut-être en complément, en fait, ces dispositions-là de faire certifier les mesures de gestion d'un site pollué, en effet, c'est par un tiers certifié, un bureau d'études certifié, c'est des dispositions qui sont entrées en vigueur au 1er juin 2022 et qui n'étaient applicables qu'aux remises en état déclarées après le 1er juin 2022. En effet, il y a une sorte de délégation du pouvoir de police en la matière et c'est lié clairement au manque de moyens, je pense, des inspecteurs des installations classées. C'est un peu dommage parce qu'il y avait une vraie garantie. Après, on ne va pas tout de suite jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein. Les bureaux d'études sont évidemment compétents, ils sont certifiés, donc on attend une accélération. Et l'objet de cette disposition législative, c'est vrai qu'à l'origine, c'est des dispositions réglementaires, c'est d'étendre ce qui se faisait depuis le 1er juin 2020 aux cessations d'activité déclarées au 1er juin 2022 à tout ce qui est passé. Donc, bon, à voir. Alors, de toute façon, je pense que s'il y a des pépins, il y aura des problèmes de responsabilité des organismes tiers agréés et les choses se réguleront d'elles-mêmes. Deuxième disposition, l'extension de la procédure de tiers intéressé qui concernait jusqu'à présent la réhabilitation des sites. On étend cette procédure à la mise en sécurité de l'installation. C'est plutôt une bonne chose. Là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire. Et plus largement, la question de la mise en sécurité vient compléter l'article L512 du Code de l'environnement pour intégrer cette question. Qui est responsable? Eh bien, c'est celui qui met en œuvre ces mesures. Donc, voilà, disons que c'est le tiers intéressé quelque chose d'intéressant parce que précisément ça permet de trouver des financements à la dépollution des sites dont on a besoin mais dont le coût de dépollution est élevé, que ce soit étendu à la mise en sécurité est plutôt, à mon sens, une mesure tout à fait positive. Et peut-être, excusez-moi, ça permet aussi de transférer la responsabilité du site pollué et donc les incidences à un tiers qui aura les épaules en fait pour assumer cette responsabilité. C'était un blocage en fait à la cession de sites pollués industriels, notamment parce qu'il y avait un risque de responsabilité de l'exploitant qu'on vienne se retourner vers lui parce que on avait construit sur le site sans vraiment peut-être en tenant pas suffisamment compte de l'état de pollution et donc ça pourrait présenter un risque après pour les utilisateurs. Donc ce tiers intéressé, c'est quelque chose qui date de 2014, je crois, la loi Allure, et qui commence à se développer. Et c'est vrai que c'est un vrai levier pour réhabiliter les friches industrielles et assurer la cession de ces sites et leur réintégration dans le circuit foncier classique. Autre innovation, la suppression de l'obligation de garantie financière pour la mise en sécurité des établissements relevant de la directive sur les émissions industrielles d'installation de transit et de traitement des déchets. Alors, cette suppression est limitée au cas où on n'est pas en liquidation ou en cas d'exploitation illégale. Personnellement, je suis assez dubitative sur cette mesure parce que
les garanties financières, ça se prend au début, quand on met en place l'installation. Quand on met en place l'installation, on n'imagine pas qu'elle va être illégale ou qu'elle va être mise en liquidation. Donc, en fait, ça équivaut, cette affaire-là, à une suppression pure et simple des garanties financières pour ce type d'installation, ce qui me paraît tout à fait regrettable. De manière positive, en revanche, j'avais dit dès le début qu'il y a des choses positives et puis des choses qui le sont moins. Le projet de loi offre au préfet la possibilité d'infliger des amendes administratives à l'exploitant pour des dépenses de sécurité, de mise en sécurité non exécutées. Cela signifie que les liquidateurs ou les administrateurs pourront beaucoup plus facilement dégager les sommes nécessaires, ces sommes venant en priorité par rapport à d'autres créances. Ça, c'est très important parce que la mise en sécurité d'un site, c'est absolument fondamental. Alors, donc tout ceci est plutôt pas mal avec les nuances que nous avons apportées. En revanche, il y a un gros hic, à mon sens, c'est la biodiversité. En effet, le projet de loi intègre, à mon sens, une mesure de régression majeure, à la fois sur la séquence éviter, réduire, compenser, la séquence ERC, et deuxièmement, sur la compensation. D'abord, dans le texte, il est plus question d'éviter de réduire. On ne parle que de la compensation. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe plus, puisqu'il y a une loi générale, mais enfin, quand même, on est un peu dubitatif. Deuxièmement, l'obligation de compensation en nature a disparu du projet de loi. C'est-à-dire qu'on est dans un système de compensation par la possibilité de mettre en place des crédits biodiversité, comme on a des crédits carbone. En fait, ça ne s'appelle pas crédit biodiversité, mais enfin, c'est l'idée, dans des sites naturels de restauration ou de renaturation. Et ça, c'est une disposition qui est très vertement critiquée par le CNPN, parce qu'effectivement, d'abord, il y a la qualité de ces sites, il y en a très peu, il n'y en a que 2 ou 3, je crois, quelque chose comme ça, donc on ne sait pas comment ça va se faire. Et la spécificité, en fait, de la politique de biodiversité, c'est quand même d'avoir comme premier objectif la compensation en nature et non pas la compensation en crédit biodiversité qui sont aléatoires. Et donc là, il y a très franchement, à mon sens, un gros hic sur la protection de la biodiversité. Le chapitre suivant, c'est la facilitation et l'accélération des installations industrielles. Alors, bien sûr, la communication du gouvernement, je le disais pour commencer, elle s'est focalisée sur les gigafactories. Mais en fait, je le rappelais tout à l'heure, l'article L300-6 du Code de l'urbanisme qui est modifié est très large puisqu'il permet d'intégrer une déclaration de projet avec toutes les conséquences juridiques qui s'attachent à la déclaration de projet, sur les actions et les opérations d'aménagement relatifs à l'implantation d'industries vertes, à la réalisation de programmes de construction, à l'implantation d'installations d'ENR ou de stockage de l'énergie, de production d'hydrogène, des infrastructures de raccordement, des installations industrielles de fabrication d'assemblage de produits et d'équipements participant à la chaîne de valeur de ces activités. Donc, on va avoir des déclarations de projet qui peuvent être extrêmement larges. Et cette procédure est soumise à une nouvelle disposition du Code de l'urbanisme, article L300-6-2, qui permet la mise en compatibilité des documents d'urbanisme avec la déclaration de projet uniquement sous la responsabilité de l'État. C'est là où les collectivités territoriales se voient en fait privées de leur droit d'administrer leur territoire. Il peut y avoir, le cas échéant, une évaluation environnementale et une procédure de participation du public digital, donc pas d'enquête publique, pour modifier ces documents d'urbanisme. Le projet échappe totalement aux collectivités territoriales puisqu'il est adopté par décret. Ce qui veut dire en plus qu'il n'y a qu'une procédure possible devant le Conseil d'État. Il n'y a plus de procédure de première instance. Donc, peu de participation ou pas de participation du public. Les collectivités locales pourront donner leur avis, mais c'est un avis purement consultatif, donc dont la portée est assez limitée. Et le texte, finalement, est adopté par décret. C'est-à-dire que là, on est dans la privation
des droits de recours de droit commun, des voies de recours de droit commun, et dans une atteinte qui quand même paraît très lourde à la liberté d'administration des collectivités territoriales. Par-dessus le marché, le projet reprend pour l'étendre une disposition qui avait été envisagée puis écartée dans la loi relative à l'accélération sur la production des énergies renouvelables, qui permet de donner le caractère de projet d'intérêt public, de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur, RIPM, à tout projet industriel considéré comme d'intérêt national majeur. Je rappelle que cette qualité d'RIPM est très importante pour l'application de la loi biodiversité, notamment, mais également la loi Iota et la loi défrichement, puisqu'elle permet de s'affranchir de l'obligation de justifier que l'atteinte majeure à l'environnement, à la biodiversité, à la protection des espèces protégées, puisque c'est des dérogations à espèces protégées dont il s'agit, est justifiée par un intérêt public majeur qui est quelque chose de beaucoup plus exigeant que l'utilité publique, par exemple. Eh bien, donc, cette condition n'aura plus être remplie puisqu'elle sera considérée comme remplie a priori. Et elle le sera pour toutes ces catégories d'ouvrages dont je viens de parler. Donc, c'est quand même extrêmement large. Ça veut dire que la dérogation espèces protégées, elle pourra être donnée de manière quasi automatique parce que qu'est-ce qui restera à examiner? L'alternative? Bon, c'est ça, l'alternative. L'absence de solution alternative satisfaisante et le maintien dans un état de conservation favorable des espèces qui sont affectées. Ouais. Je sais pas. Je vais y revenir là-dessus parce que donc en fait. C'est vrai que cette notion de raison impérative d'intérêt public majeur, c'est vraiment la clé pour apprécier l'opportunité d'un projet. En fait, ça permet de remettre en cause l'opportunité d'un projet au niveau du contentieux. Donc, c'est un contentieux qui a pris son essor depuis 5 ans et dont j'imagine que vous avez tous entendu parler et qui permet en fait au stade presque final d'un projet, de la délivrance de l'autorisation environnementale, de faire tomber le projet parce qu'il ne répond pas à une raison impérative d'intérêt public majeur. Donc, c'est vrai que c'est une vraie source d'insécurité pour des porteurs de projets. Ceci étant, alors peut-être pour rappeler d'où ça vient, ce régime particulier d'atteinte aux espèces, des atteintes bien spécifiques, listées par décret ou par les directives européennes Habitat et oiseaux, c'est pour préserver certaines espèces dont on estime qu'elles sont presque des piliers du développement durable et qu'elles doivent impérativement perdurer. Donc c'est ça l'enjeu. Et la question, il y a eu beaucoup de difficultés sur des projets d'énergie renouvelable, notamment d'éolien, qui ne pouvaient pas avoir cette dérogation ou qui tombaient au contentieux parce qu'on avait une dérogation espèces protégées et que le parc en question ne répondait pas à la raison impérative d'intérêt public majeur. Qu'est-ce que c'est au sens du droit de l'Union européenne la raison impérative d'intérêt public majeur? C'est un projet indispensable en fait pour la société. Enfin, il y a plusieurs, c'est pas que ça peut être un peu plus léger, mais c'est quand même quelque chose de fondamentalement crucial pour une société. On ne peut pas porter atteinte à des espèces comme ça qui sont pivots pour le développement durable sans une raison extrêmement forte. Donc, c'est pour ça que je parlais d'opportunité du projet. Dans la mesure où c'est effectivement un frein au développement de certains projets, et on comprend bien pourquoi, on ne va pas mettre tout et n'importe quoi dans des espaces plus ou moins préservés, même si on pourrait soulever à l'inverse qu'il y a des espèces protégées partout, le triton palmé, on en trouve partout et qu'on ne peut plus rien faire. Bon, il faut trouver un équilibre entre les deux. Là, l'objet de ce texte, pour les projets d'intérêt national, c'est de consacrer la raison impérative d'intérêt public majeur au stade du décret. Les deux autres conditions vont quand même devoir être remplies ultérieurement, mais c'est vrai que ça vient cristalliser à ce stade-là et limiter les recours au niveau du décret. Donc, bon, là aussi, il faudra voir ce que dit l'Union européenne. Oh, exactement. Parce que c'est pas garanti. Il faut voir quand même que dans la loi, dans le règlement sur l'accélération des énergies renouvelables, qui a été voté au niveau communautaire, dont personne ne parle en France d'ailleurs, et qui n'est pas du tout appliqué, puisque en fait, ça vise essentiellement les raccordements, et que les raccordements, ils doivent être faits dans un temps record.
la raison impérative d'intérêt public majeur est reconnue comme remplie pour les ENR. Donc mais c'est pour une durée de 2 ans. Là, on est sur une durée de 15 ans. Oui, puis au niveau de l'Union européenne, l'arbitrage s'est fait entre les énergies renouvelables et la préservation de la biodiversité. Là, on rentre dans un nouveau champ, une nouvelle exception finalement, presque présomption d'exception pour certains types de projets industrie verte. Alors, il y a ça. Donc, en effet, sur le plan européen, ça peut poser question. Et l'autre point, c'est qu'il y a un autre article qui reprend in extenso un qui avait été proposé dans le cadre de l'accélération des énergies renouvelables et qui vient modifier les dispositions du Code de l'expropriation. Donc, ça vient créer 2 choses. C'est étendre pour tous les projets qui seront déclarés d'utilité publique, la possibilité de leur reconnaître une raison impérative d'intérêt public majeur au stade de la DUP. Sans limitation, donc ça pourrait être un projet d'autoroute, un projet de route, et ce type de projet-là, il ne répond pas systématiquement à la notion de raison impérative d'intérêt public majeur au sens de la Commission européenne et du droit de l'Union européenne. Donc voilà, là-dessus, il y a un sujet, et d'ailleurs, ça a été soulevé par le CNPN qui demande le retrait de cet article, c'est l'article 10 de la loi. Cependant, cet article 10 prévoit aussi de consacrer au stade de la DUP pour certains types de projets, et c'est les projets de raccordement et d'entretien des installations de production d'énergie renouvelable, de leur reconnaître cette raison impérative d'intérêt public majeur au stade de la DUP afin de faciliter ou de sécuriser le projet dans le cadre des contentieux ultérieurs. Donc ça, c'est lié à l'accélération de la loi des énergies renouvelables, pourquoi pas. Ça rentre finalement dans l'exception du règlement européen. Donc, ça pourrait fonctionner. Par contre, en termes d'efficacité, ça pose un vrai sujet parce que on va prendre en compte quand même au stade du contentieux et de la dérogation espèce protégée ultérieurement l'intervention de circonstances de droit ou de faits nouvelles. Et donc, on peut avoir au stade de la DUP, OK, on reconnaît la raison impérative d'intérêt public majeur du projet, mais 10 ans plus tard, on va avoir l'autorisation environnementale avec la dérogation et on peut très bien estimer que les circonstances de fait font que notre projet d'autoroute ou de route, il n'est plus justifié par une raison impérative d'intérêt public majeur, il n'y en a plus besoin, il y a déjà une autre route qui a été construite. Et donc, on va avoir en fait un contentieux dédoublé sur la raison impérative d'intérêt public majeur, une au stade de la DUP et une au stade de l'autorisation environnementale. Donc, finalement, en termes d'efficacité, c'est pas... Je ne suis pas convaincue non plus. Oui, alors, pour terminer avec ce point, la disposition donc sur de modification du code de l'expro, qui est le L122-1-1, est encore plus large, lui. C'est encore beaucoup plus, il est général. La modification pour l'industrie verte, il est moins général dans le sens où c'est pas tous les projets déclarés d'utilité publique, ça va être seulement les projets qualifiés d'intérêts nationaux. Mais c'est vrai que, comme vous l'avez souligné, ça va être par décret. Donc, en termes de contentieux, ça va être beaucoup plus contraignant. Finalement, ça restreint, je trouve, l'accès au juge. On va devoir aller devant le Conseil d'État, donc obligation d'avoir un avocat au Conseil. Voilà, ça vient restreindre l'accès au juge pour ces projets-là. Voilà, donc ça va peut-être effectivement accélérer, ça ne va pas empêcher les recours, qui seront quand même dans des conditions beaucoup plus difficiles, avec des risques de contentieux communautaires, et je ne suis pas certaine qu'à long terme, la sécurité juridique soit renforcée, bien au contraire. Madeleine Bavès sur la commande publique. Bon, merci, bonjour à tous. Alors, le titre 2 du projet de loi Industrie verte est réservé à la commande publique et plus précisément aux enjeux environnementaux de la commande publique. Alors, pour commencer, 2 petites observations. La première observation, c'est que déjà, le législateur, en vérité, ne pouvait pas faire autrement que de parler de commande publique parce que vous comprendrez bien que les marchés publics représentant approximativement 8% de notre PIB, vouloir faire évoluer l'économie et l'industrie vers une industrie verte sans intégrer les contrats de la commande publique, ça n'aurait eu aucun sens. Donc, on peut déjà se féliciter, pour commencer, que la loi n'ait pas oublié la commande publique. Ça, c'était pour la partie positive. La deuxième observation, maintenant, est un petit peu moins positive. Le projet de loi comporte 3 articles, j'ai envie de dire seulement, sur la commande publique, et en vérité, le 3e ne sert pas à grand-chose. Donc, en vérité, il n'y en a que 2. Et on va les décrypter maintenant. Quels sont les principaux apports du projet de loi sur la commande publique? C'est assez rapide.
c'est la consécration de 2 nouveaux cas potentiels d'exclusion de la commande publique. Je m'en explique. Le projet de loi prévoit 2 cas dans lesquels vous pourrez, en tant qu'entreprise, en tant que candidat à un contrat de la commande publique, donc c'est-à-dire soit un marché public, soit un contrat de concession, être exclu de la passation du contrat. Quels sont ces cas? Le premier prévoit une habilitation du gouvernement pour introduire par voie d'ordonnance une interdiction de soumission au contrat de la commande publique pour les entreprises qui ne respecteraient pas la directive européenne de 2022, dite la directive CSRD, et qui a pour but d'évaluer la durabilité d'une entreprise à travers des informations environnementales, sociales ou liées à la gouvernance de l'entreprise. De quoi il s'agit ici? Il s'agit bien évidemment de la RSE. L'idée, c'est quoi? C'est de dire, l'objectif du législateur, c'est de dire, si vous ne jouez pas le jeu de la RSE, alors votre entreprise pourrait être exclue de la passation des contrats de la commande publique. C'est très intéressant en soi dans l'idée, parce que ça vise à responsabiliser les entreprises concernées. C'est très bien. Sauf que, je l'ai dit en préambule, une habilitation va être donnée au gouvernement et on ne sait pas en l'état ce qu'il en fera. Donc, bien évidemment, s'il ne l'utilise pas, ça n'aura pas beaucoup d'intérêt. Donc, un projet intéressant sur ce point, mais un premier bémol. On verra donc ce que le gouvernement fera de cette possibilité qui lui est offerte. Deuxième cas possible d'exclusion de la commande publique, c'est pour les entreprises qui ne satisferaient pas à l'obligation de réaliser leur bilan des émissions de gaz à effet de serre. Bon, là aussi, c'est une très bonne idée dans l'absolu, avec toujours la même volonté, le même objectif qui est de responsabiliser les entreprises. Très bien. Donc, on a ces 2 cas d'exclusion qui sont prévus. Pour nous, à notre sens, ce sont les apports majeurs. Malgré tout, je dois quand même parler d'un 3e apport prévu par le projet de loi, mais qui va rapidement être écarté, je pense. J'explique pourquoi. Le projet de loi prévoit d'introduire un article L 2152-7 au Code de la commande publique. Et cet article, il viendrait donner une définition de l'offre économiquement la plus avantageuse et il viendrait prévoir la possibilité de recourir à des critères environnementaux. Ça c'est très bien, sauf qu'il n'y a rien de nouveau là-dedans puisque ça existe déjà. Alors, la définition de l'offre économiquement avantageuse, on l'a déjà dans le Code de la commande publique, certes, pas dans la partie législative, dans la partie réglementaire. Justement, c'est de la compétence du règlement et pas du législateur. Et ça, le Conseil d'État le rappelle très bien dans son avis du 11 mai 2023, en expliquant de manière à peine voilée entre les lignes que du coup, la disposition n'a absolument aucun intérêt. Et sur la possibilité de recourir à des critères environnementaux, là aussi, les collectivités n'ont pas attendu le projet de loi. Le Code de la commande publique non plus, il n'y a rien de nouveau là-dedans, ça existe déjà et n'oublions pas quand même que la loi climat et résilience est passée par là il n'y a pas si longtemps, hein, il y a à peine 2 ans en arrière, et qu'on a déjà là très largement avancé sur l'introduction de ces critères environnementaux dans la commande publique. Alors, du coup, ce nouvel article qui est prévu par le projet de loi, de manière très simple, le Conseil d'État recommande au gouvernement de ne pas retenir cette disposition. On comprend du coup très largement pourquoi. Donc, en vérité, les 2 seuls apports, ce sont ceux que j'ai développés tout à l'heure sur les 2 nouveaux cas potentiels d'exclusion de la commande publique. Vous l'aurez bien compris, le texte peut encore évoluer puisque le Conseil d'État a émis cette recommandation au gouvernement. Attendons de voir quel texte va être voté, mais attendons aussi surtout de voir ce que le gouvernement en fera par la suite. Voilà pour la partie bien maigre de la commande publique. Alors, je terminerai assez rapidement avec le titre 3 du financement de l'industrie verte, qui comprend 4 articles. 2 articles modifient le Code des assurances, l'article 15 et l'article 17. L'article 15 pour permettre que des fonds communs de placement, dont 40% des titres émis le sont par des entreprises solidaires, bénéficient d'un label au titre du financement de la transition énergétique et écologique. L'article 17 crée, en application du règlement communautaire du 29 avril 2015, des fonds dénommés LTIF, ELTIF.
c'est-à-dire investissement à long terme, et pose les conditions dans lesquelles les fonds communs de placement peuvent être régis de manière plus favorable s'ils sont agréés LTIF. L'article 16, lui, crée un plan d'épargne avenir climat, plus innovant si je puis dire, qui est réservé aux mineurs. Ça me paraît une mesure intelligente. Ce que nous sommes tous en train de faire, c'est pour les générations futures. Donc, de prévoir des plans d'épargne avenir climat réservés aux mineurs pour recevoir des versements dans la limite d'un plafond et qui permettra d'avoir des titres financiers qui financent l'économie productive et la transition écologique, ça me paraît plutôt une mesure intelligente et donc je pense qu'elle peut être saluée. Je me demandais, comme je rebondis, hein, mais il me semble que dans l'exposé des motifs, on dit que cet article-là, ce sera des fonds en fait qui sont plus risqués que ceux qui sont actuellement dédiés aux mineurs. Donc je ne sais pas si voilà, les parents. Alors, il y a une carotte, mais elle ne concerne que l'année de naissance des enfants, où le fonds sera abondé par l'État de manière équivalente à ce que les parents ou grands-parents auront mis sur le fonds pour les enfants. Voilà, ce long décryptage, ça fait pratiquement 1 heure maintenant que nous sommes là, d'une loi qui est nécessaire. Il faut absolument que la France se réindustrialise au niveau des technologies vertes, innovantes, et personne, à mon avis, ne peut être contre cela. En revanche, ça ne peut pas être au détriment de la biodiversité et de la participation du public. La participation du public, ce n'est pas un frein, c'est une nécessité absolue à tous les niveaux, à la fois dans la conception du projet, dans l'acceptabilité des projets. Si vous mettez sur place des projets contre lesquels la population est vent debout, ça ne se passera pas bien. Donc la consultation et la participation, c'est vraiment un élément fondamental des politiques publiques. Et je ne comprends pas que le gouvernement, qui est bien conscient des difficultés politiques que rencontre actuellement notre pays, ne comprennent pas combien ce sujet est un sujet absolument majeur et pas que pour l'environnement. Voilà, nous sommes maintenant toutes les trois à votre disposition pour des questions que vous voudriez nous poser, à la mesure de notre capacité à y répondre, bien sûr. Peut-être j'ajouterais que ça ne peut pas se faire un assouplissement sans frein de la réglementation déchets, parce qu'on a quand même un vrai sujet là-dessus. C'est vrai que c'est un levier, hein, l'ajustement de la réglementation déchets, mais ça ne peut pas être à n'importe quelle condition. Voilà. Une première question, quels sont les critères européens pour la sortie du statut de déchet? Alors, les critères européens pour la sortie du statut de déchet, je les ai là, je crois. Il faut que le déchet, le produit en tout cas qui en sortira, puisse faire l'objet d'une utilisation courante à des fins spécifiques, qu'il remplisse les exigences techniques qui sont spécifiques aux produits recherchés. Donc, par exemple, le respect des législations produits comme la réglementation REACH sur les substances chimiques. Et puis, que l'utilisation de la substance ou du déchet redevenu produit n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement et la santé humaine. Voilà. Donc ça demande quand même une démonstration technique et un peu poussée. Autre question, quelle place est accordée par ce projet de loi au secteur de l'innovation et de la recherche? Aucune. J'ai pas vu le mot recherche dans le projet de loi. Non. D'accord. Alors, autre question. En quoi ce projet de loi peut-il ou non favoriser le développement des énergies renouvelables? Alors, sur les énergies renouvelables, on a déjà eu un projet de loi dit d'accélération, dont le cabinet avait fait également le décryptage en son temps, qui apporte un certain nombre d'améliorations, mais qui en réalité ne traite qu'une partie du sujet. Pourquoi? Parce que il y a un vieux fonds dans l'administration française qui voit d'un très mauvais œil en fait le développement des énergies renouvelables. Donc, on est dans un mouvement européen et planétaire qui ne peut pas être freiné. Donc, il y a des mesures qui sont prises. Mais je dirais qu'il n'y a pas, et dans ce texte pas plus que dans le précédent, de volonté de massification du développement des énergies renouvelables. Par exemple, on aurait pu penser dans un texte comme celui-là
que tout projet de cette nature devrait obligatoirement être autonome sur le plan énergétique. On aurait pu imaginer ça, par exemple. Il n'y a pas une demi-ligne là-dessus. Voilà, donc il n'y a pas, très franchement, dans ce texte, il n'y a pas d'avancée par rapport à la loi sur l'accélération des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables sont intégrées dedans, mais elles ne l'auraient pas été, ça aurait été la même chose, parce qu'en réalité, les dispositions, elles sont déjà pour les énergies renouvelables dans la loi sur l'accélération des énergies renouvelables. Alors, peut-être sur les modifications, mais même pas, parce que les modifications des documents d'urbanisme, on avait déjà les mêmes dispositions. Donc, très franchement, je ne crois pas que ça change grand-chose pour les ENR. Alors, deux autres petites questions d'une participante. La responsabilité résiduelle de l'exploitant dans le dispositif du tiers intéressé disparaîtrait-elle totalement? Dans le cadre d'une liquidation judiciaire, le fait de privilégier le paiement des créances relatives à des dépenses correspondantes de mise en sécurité concernerait-elle toutes les créances? Par exemple, un bailleur qui aurait financé cette mise en sécurité. C'est une vraie question. J'ai pas, ça mériterait d'être creusé un peu plus avant, puis ça va vraiment dépendre du texte qui sera adopté. Malheureusement, je peux pas répondre comme ça. Alors, il y a les créances chirographaires qui passent toujours d'abord, en avant, je veux dire. Ça fait remonter dans l'échelle, dans la hiérarchie des créances, l'obligation, c'est une amende administrative, elle doit être payée comme un impôt, c'est la même chose. Donc ça va passer tout à fait devant. Et c'est ça qui est finalement intéressant, parce qu'on voit bien que dans les opérations de liquidation, on en a quand même vu beaucoup au cabinet, les liquidateurs ont très souvent pas les fonds qu'il faut pour dévoluer, hein, disons les choses très clairement. Donc ils ont des mises en demeure, ouais, mais ils les satisfont comment? Ils n'ont pas l'argent qu'il faut pour le faire. Voilà, cette disposition, elle crée quelque chose pour la mise en sécurité, ça c'est essentiel pour le voisinage et pour l'environnement, mais elle ne tranche pas définitivement la question. Alors, est-ce que ça passe devant le bailleur? Moi, on a dit oui, mais sous bénéfice d'inventaire. Ouais, je suis pas sûre, hein, juste je reviendrai survoler les dispositions que ça, je crois pas d'ailleurs que ça vienne supprimer la responsabilité résiduelle de l'exploitant. Et d'ailleurs, quelque part, c'est presque heureux. Donc, je pense pas que ça supprime cette responsabilité résiduelle, non, en l'état. Veut-on renforcer ou au contraire limiter la portée du SRADET dans le projet de loi? On le renforce, puisque d'une certaine manière, on va intégrer ces nouveaux objectifs. Mais c'est ce que dit le Conseil d'État dans son avis, c'est que à force de mettre dans le SRADET de nouvelles couches, avec de nouveaux délais, on est dans une instabilité juridique permanente. On ne sait plus comment faire. Les collectivités locales, elles ne peuvent plus faire à ce niveau-là. Donc oui, l'objectif, c'est bien d'étendre le champ de compétences, mais en réalité, ça complexifie considérablement, et il faudrait que le législateur harmonise effectivement sur les 3-4 dernières années tous les nouveaux objectifs qui ont été mis dans le SRADET, qui n'arrête pas de recevoir de nouveaux objectifs, avec une harmonisation des dates et éventuellement une harmonisation des objectifs, parce que tous les objectifs ne sont pas forcément cohérents. Alors, d'après vous, quelle pourrait être la position du Conseil constitutionnel si ce texte était adopté in extenso par le gouvernement? Je ne suis pas membre du Conseil constitutionnel. Je pense qu'il y a plusieurs dispositions qui posent problème. Le droit à la participation, ça me paraît poser problème. Le non-régression, qui n'est pas un principe inscrit dans la Constitution, mais dont le Conseil constitutionnel auquel le Conseil constitutionnel s'est déjà référé à plusieurs reprises. Alors ensuite, le Conseil constitutionnel, il n'est pas juge de la conventionnalité, hein, donc il n'a pas à se poser les questions sur le droit européen en principe, quoique dans certains cas, c'est limite. Voilà, mais au moins et puis sur la biodiversité, parce que si vous vous référez à la décision du 11 août 2022,
sur le pouvoir d'achat, loi pouvoir d'achat, où il y a eu tout ce débat autour de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre liées au terminal méthanier et à la réouverture d'usines à charbon. Le Conseil constitutionnel, il rappelle quand même que la protection de l'environnement est un principe de valeur constitutionnelle qui doit être traité au même niveau que l'intérêt économique. Voilà. Donc, il y a peut-être un arbitrage qui va être revu entre la question de la biodiversité, la protection de la biodiversité et le développement industriel. C'est pas impossible qu'il y ait un sujet autour de ce point. Donc, je pense que c'est pas ensuite la décision qui sortira de la moulinette, hein, mais je pense qu'il y a 3 sujets. Madeleine, vous en voyez un 4e? Éventuellement un 4e, je pense, sur la libre administration des collectivités territoriales que vous avez rappelé au début du webinaire. Je pense qu'il y aura un vrai sujet et que le Conseil constitutionnel ne fera pas l'économie, je pense, de l'étudier en tous les cas. Quitte à restreindre à très peu de cas les cas d'opération d'intérêt national. Mais alors, si c'était le cas, ça veut dire que la loi serait vidée de sa substance. Exactement. Donc, il y a un sujet là. Autre question. D'où vient l'objectif ZAN? En quoi sa mise en œuvre serait-elle impactée par l'adoption de ce projet de loi? Alors, l'objectif ZAN est un objectif à la fois français et communautaire, qui est donc d'arrêter, enfin chez nous en France en tout cas, on a eu une politique d'artificialisation des sols accélérée. Et nous avons des objectifs de restauration de la nature. Il y a un règlement communautaire qui est en préparation, qui est très ambitieux, qui vise tous les types d'espaces, urbains, naturels, marins, agricoles, etc., tous les espaces, avec des objectifs de restauration de la nature, y compris en ville. Donc, l'objectif ZAN s'inscrit dans cette logique qui consiste à ne plus vouloir artificialiser les sols et à vouloir récupérer des sols déjà artificialisés pour les utiliser à d'autres usages. Et donc, la récupération des friches industrielles s'inscrit évidemment dans cette logique. Mais si vous le récupérez à un usage industriel, vous n'allez pas le récupérer à un usage naturel, comme aurait dit Monsieur de la Palisse. Donc, il y a un arbitrage à faire entre ce qui doit être renaturé et ce qui peut être réutilisé à un usage industriel. Alors, autre question. Quel volume représentent en France les friches industrielles? En quoi ce texte œuvre-t-il pour leur réhabilitation? Alors, je crois qu'il y a de mémoire, mais je n'ai pas regardé, c'est 20 000. Je crois qu'il y a 20 000 friches. Je pense que c'est vraiment non négligeable, en fait, ces friches industrielles et qui sont donc dépourvues de tout usage. Et en quoi ce texte permettrait de faciliter la réutilisation de ces friches et donc de limiter l'artificialisation ailleurs? Alors déjà, en augmentant le champ d'application du tiers intéressé, donc ça permet quand même à des exploitants industriels de transférer cette responsabilité qu'ils étaient frileux de transférer en vendant tout simplement le site classiquement à un tiers. Probablement aussi le fait, alors c'est pas forcément quelque chose qui devrait être fait au niveau législatif, mais le fait de pouvoir faire certifier, enfin d'avoir une reconnaissance d'un bureau, des travaux réalisés par un bureau d'études certifié dans la gestion des sites pollués pour les mesures de réhabilitation. Ça pourrait accélérer aussi la réutilisation en fait des friches industrielles qui aujourd'hui ont un usage gelé. Voilà ce que là comme ça à chose que la réponse que je peux faire à cette question. D'accord. Alors a priori c'était la dernière. Très bien. Écoutez, merci beaucoup de votre attention. Notre webinaire est bien entendu visible en replay sur notre site et nous vous invitons à suivre nos prochains webinaires. Le prochain étant consacré au décryptage du paquet nucléaire. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir.